pas, elle drague pas, mais elle cause. Avec Annie Girardot, Bernard Blier et Mireille Darc. Chers amis, le climat évoqué étant particulièrement malsain, je vais être obligée de prendre notre correspondant sur notre ligne top secret. Ça va, ça? Parfait, tu vas regarder un petit peu plus. À partir du moment où il parle des balais roses, tu marques le coup et puis tu guettes sans arrêt entre la régie et le haut-parleur. Sinon, ça va parfaitement bien. Il poursuit avec Le cri du cormoran le soir au-dessus des jonques, avec entre autres Bernard Blier, Paul Meurice et Michel Serrault. Il est, je pense, le seul metteur en scène au monde qui dise « je ne dirige pas les acteurs ». J'ajoute que ça n'est pas vrai, il les dirige. Mais il est vraiment le seul que j'ai entendu faire cette déclaration. Audiard, multicasquette, s'occupe de tout sur ses tournages. Il a une qualité extraordinaire, il fait tout, il a fait l'histoire, il a fait les dialogues. Alors on est en présence d'un monsieur qui connaît à fond, il sait ce qu'il veut. En 1971, il retrouve son vieil ami Jean Gabin sur le plateau du Drapeau noir flotte sur la marmite. Des fois, il dit moteur, et puis les gars sont encore en train de régler quelque chose, tu sais. Moteur, il dit, t'entends pas que ça fait du bruit, on ne peut pas tourner, je lui dis. Tu l'aides alors dans ta similitude en scène? Oh non, pense plus, je l'aide. Oh non, je laisse. Ah non, 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 non. Je laisse se démerder tout seul. Alain Gerbeau a eu son heure, Éric Tabarlier aussi, mais eux, c'était des marins. Toi, Antoine Simonet, tu seras le premier cheminot de la mer. Encore un titre à rallonge, encore une comédie populaire à succès vilipendée par la critique en 1974. Comment réussir quand on est con et pleurnichard? Avec le formidable Jean Carmet et la jeune Jane Birkin. Globalement, les films réalisés par Audiard n'égalent pas les grands classiques qu'il a dialogués. En 1974, il met d'ailleurs un terme à l'expérience pour revenir à l'écriture et s'y consacrer exclusivement. C'est en janvier 1975 que le destin le frappe. Son fils aîné, François, se tue en voiture à quelques kilomètres de chez lui. Michel Audiard est broyé, anéanti. Il ne se remettra jamais de la mort de, je cite, ce petit garçon de 26 ans. Il va ensuite oublier l'univers de la farce pour écrire des choses infiniment plus sombres, au cinéma comme en littérature. Il y a quelque chose qui s'est cassé en lui parce que il n'y avait plus... je pense que Michel, là, d'un seul coup, il est tombé de haut, et puis je pense qu'il s'est senti responsable alors qu'il ne l'était pas, on ne l'est jamais. C'est quelqu'un qui en a pris plein la tête. En 1978, Audiard publie un roman en partie autobiographique, aussi noir que son titre. La nuit, le jour et toutes les autres nuits. Quand vous parlez de ce mort qui est votre enfant, vous dites celui-ci, il est indissoluble de ma vie. Parce que vous ne le dites pas les autres. Bien entendu, il n'y a rien de changé. Parce que quand je dis, quand je me rase, lui je vois dans la glace, quand je suis en voiture, c'est comme s'il était avec moi. C'est bien évident. Voilà que la mort d'un enfant n'est pas une chose dont on se guérit. Ce serait absurde de le penser. Est-ce qu'on peut s'en guérir par l'écriture, par un livre? Oh, on croit qu'on exorcisme, c'est pas vrai. Il continue à participer à l'écriture de gros succès populaires, notamment Le Guignolo et Le Professionnel avec Jean-Paul Belmondo, mais il signe aussi des films durs, comme Mort d'un pourri, réalisé par Georges Lautner, avec Alain Delon. Mort d'un pourri, c'est un film très dur, c'est un film cruel, c'est un film féroce. C'est un film sans concession, c'est un film aussi très réaliste. Je crois que, très brièvement, c'est le portrait d'une époque, c'est le portrait de notre époque. Pour Claude Miller, Audiard signe ensuite les dialogues de Garde à vue avec Lino Ventura et Michel Serrault et de Mortelle randonnée. Pour ce dernier, il travaille avec son fils Jacques Audiard, devenu plus tard l'un des plus grands réalisateurs de sa génération. Autant de films d'un pessimisme et d'une noirceur que l'on n'aurait pas soupçonné chez lui quelques années auparavant. Ce qui est formidable, c'est de voir et de comprendre et de voir le trajet qu'Audiard a pu faire durant une vingtaine d'années, 25 ans de travail, de passer du burlesque, de la comédie à des choses beaucoup plus graves. Michel Serrault sera le dernier interprète d'Audiard dans On ne meurt que deux fois, sorti en octobre 85. Les deux hommes avaient en commun d'avoir perdu chacun un enfant dans un accident de la route à 1 an d'intervalle. Il parle de choses graves, sur la mort, des choses comme ça, mais quelque chose de très, très, très extraordinaire. Alors que sa carrière arrive à son crépuscule,
Audiard obtient enfin la reconnaissance de ses pairs en remportant le César du meilleur scénario en 1982 pour Garde à vue. Michel Audiard travaillera jusqu'à la fin de sa vie, mais il était rongé par un cancer. À cette époque-là, j'ai commencé à faire de l'astrologie et je me suis beaucoup intéressée au thème d'astrologie de Michel. Quand j'ai su qu'il était malade, je lui disais, il faut que tu tiennes le choc, il faut que ça va aller mieux, mais il faut que tu passes encore une année. Et il n'a pas passé cette année. Le plus brillant et le plus prolifique scénariste et dialoguiste de l'histoire du cinéma français meurt le 28 juillet 1985 à l'âge de 65 ans seulement, après avoir perdu son combat contre la maladie. J'ai perdu quelqu'un qui était très proche de mon cœur. C'était quelqu'un d'important dans ma vie, Michel. À la postérité et au profit des générations futures, il laisse une œuvre considérable et un sens de l'autodérision absolument roboratif. Vous savez, je crois que le cinéma est la seule forme de filouterie qui ne comporte pas de suite pénale. Alors, tout est possible. Non. Eh bien, je vous remercie mille fois de ces déclarations pertinentes et je pense que les jeunes générations en tiendront compte et pourront à l'avenir penser avec votre hygiène morale à l'avenir du cinéma français. Et puis ça prouve que quand l'intervieweur pose des questions intelligentes, on répond intelligemment. Derrière le masque du blagueur, Audiard n'avait pas supporté la mort de son enfant. Lino Ventura, lui, avait dû faire face à une autre douleur indicible. Lorsqu'il dut se battre pour sa fille, Lino Ventura mit de côté sa pudeur, pourtant légendaire. Vous êtes un personnage tellement discret que finalement, à part vos films, on ne sait rien de vous. C'est une volonté délibérée de ne pas participer, vous êtes un personnage public. On vous voit rarement à la télévision. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais alors, personnage public, ça veut dire quoi, alors? Ça veut dire qu'il faut aller se montrer, se pavaner? Non, non, je crois que c'est une question de caractère. C'est pas une question délibérée, comme vous dites. Je ne m'y sens pas bien. Alors pourquoi voulez-vous que j'aille, moi, dans un truc où je me sens pas bien? Au nom de quelle sacro-sainte loi? Père d'une petite fille handicapée mentale, née en 1958, révolté par les conditions dans lesquelles on laisse vivre ceux que l'on dit inadaptés, Lino fonde en 1966 l'association Personneige, qui devient l'un des grands combats de sa vie. Il faut prendre conscience d'une chose. Nous nous disons civilisés. Nous sommes en 1980. N'importe quelle ville a un stade, n'importe quelle ville a une école, un hôpital, une pissotière. Et elle n'a pas une maison en 1980 pour mettre des enfants comme ça? C'est incroyable, c'est inadmissible. L'année 1975 marque la première victoire de Personneige avec la publication de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées. La 5 est heureuse de vous offrir 250 000 francs, 25 millions de centimes pour Personneige. Je ne suis pas très habile dans les discours, mais je voudrais vous dire une seule chose. Au nom de tous ces enfants, un grand merci. Entre-temps, la carrière de Lino au cinéma avait atteint de nouveaux sommets. Il avait retrouvé Jean Gabin dans Le Clan des Siciliens, avec Alain Delon, et connu avec L'Armée des Ombres de Jean-Pierre Melville l'un de ses plus beaux rôles, celui d'un chef de la résistance. Il avait aussi brillé dans des comédies comme L'Aventure c'est l'aventure de Claude Lelouch et L'Emmerdeur d'Édouard Molinaro, tous deux avec son ami Jacques Brel. J'aime beaucoup Lino pour sa tendresse, pour sa pudeur et pour sa tendresse. Et le restant, je ne sais pas comment il est. Les hommes se parlent pas entre eux. Ce sont les femmes qui caquettent entre elles en général, pour se dire, c'est ça. Dans La Gifle de Claude Pinoteau, ce sont deux générations du cinéma qui s'affrontent, au propre comme au figuré. Dans le rôle du père, Lino. Dans celui de sa fille, Isabelle Adjani. Lino tourne ensuite Adieu poulet avec Patrick Devers, prouvant avec talent que son jeu se marie à merveille à celui de la génération montante. À la fin des années 70, début des années 80,
Lino ralentit le rythme. Les rôles qu'on lui propose sont moins intéressants, à l'exception de celui que lui offre Claude Miller dans Garde à vue, un huis clos récompensé par 4 Césars. Vous rentrez chez vous, le téléphone est en bas et vous montez au premier. Pourquoi? Je suis allé dans la salle de bain. Téléphoner. J'avais envie de dégueuler, j'avais la chiasse. Ça vous va, ça, oui? Bordel de merde. En 1982, pour sa dernière grande apparition au cinéma, Lino reprend le rôle de son ami Gabin, celui de Jean Valjean, dans une nouvelle adaptation des Misérables, signée cette fois Robert Hossein. Ce qui est très important, c'est que, moi je vais pas vous dire les banalités habituelles, il faut oublier que c'est Lino Ventura pour que je ne pensais qu'à Valjean. Il arrive, c'est ça, tout est là, mais il a l'épaisseur, il a la force, il a la violence, il a la tendresse, il a ça en lui. Monsieur! Qu'est-ce qu'il y a? Reprenez vos 15 enfants, monsieur. Ah, voilà. Coupez! Une jolie façon de boucler la boucle, en adressant un dernier clin d'œil à l'homme à qui il devait en quelque sorte sa prodigieuse carrière. Le 22 octobre 1987, la dernière journée de Lino Ventura est semblable à beaucoup d'autres. Au cours du déjeuner, avec quelques amis, Lino évoque la mort comme il le fait souvent. Dans l'après-midi, au cours d'une promenade, il désigne du doigt le petit cimetière où il est prévu qu'il soit enterré. En début de soirée, il est pris d'un malaise. Il perd rapidement connaissance. C'est arrivé brutalement, comme un accident en fait, puisqu'il avait même préparé les dominos pour faire la fameuse partie de Mata après. Donc personne ne pensait à rien, ça l'a pris d'un seul coup. Mais quand c'est l'heure, c'est l'heure. Le lendemain, la France sous le choc apprend la terrible nouvelle. À 68 ans seulement, Lino Ventura est mort d'une crise cardiaque. C'est tombé comme ça, d'un seul coup, et c'était violent, et je sais pas, c'est quelque chose qui nous a tous beaucoup marqués. Mais on est resté un moment dans sa maison, on était un groupe de gens, voilà, avec sa femme, et tout le monde parlait de Lino, tout le monde parlait de cette disparition, de ce coup qui tombait sur la tête de tout le monde. Déjeuner ensemble, c'était quelque chose d'important. Et c'est lui qui faisait la cuisine dans la plupart des cas, et c'est lui qui nous servait. Je veux dire, vous voyez ce geste-là. Alors ça, c'est tout à fait Lino, hein. Cette générosité du cœur, Lino, c'était un exemple. Après les départs de Jean Gabin, Michel Audiard et Lino Ventura, Bernard Blier est le dernier survivant de la bande des 4. Tout au long des années 60 et au début des années 70, Bernard Blier n'avait pas ralenti le rythme, avec une moyenne de 5 à 6 films par an. Vous me donnerez la couverture, je l'enlèverai au clap. En 71, il retrouve son vieil ami Georges Lautner dans Laisse aller, c'est une valse, dont les dialogues sont écrits par son fils Bertrand Blier. Gentil d'être venu. Je passais par là, je faisais mon footing matinal, je fais pas mes 12 bandes tous les matins, je grossis. Les rôles de patron dépassés et exaspérés lui vont comme un gant. Il l'avait déjà prouvé dans Le Distrait, de et avec Pierre Richard. Avec le même Pierre Richard, Blier va également tourner dans Le Grand Blond avec une chaussure noire et Je sais rien mais je dirai tout, 2 autres gros succès populaires du début des 70s. En 75, son fils Bertrand lui fait enfiler la soutane pour un rôle décapant dans le film culte Calmos. Je l'ai vraiment jamais aidé, mais je lui ai simplement permis de frapper à la bonne porte. Et je l'ai aiguillé au départ. Je m'en suis plus jamais occupé après. En 78, Blier senior est absolument impeccable en crapule sadique, tyrannisant Patrick Devers dans Série Noire d'Alain Corneau. Quelques mois plus tard, il tourne à nouveau avec son fils, en compagnie de Gérard Depardieu, dans Buffet froid. Si le film n'est pas à sa sortie un triomphe au box-office, il est aujourd'hui reconnu comme l'un des plus importants des années 70. Il y a des répliques que vous mettez dans la bouche de votre père. Je voudrais savoir si ça correspond à la réalité, pas à la musique. Il n'aime pas la campagne. Est-ce que ça correspond au goût de votre père? Il peut être comme ça. C'est agréable. S'il est de mauvaise humeur, il peut être comme ça. À ce moment-là, rien ne sera agréable. Mais c'est un jeu entre nous, d'être contre tout au départ. Ça nous a toujours fait rire. Les années 80 sont l'occasion d'un retour en Italie, où sa popularité égale, voire surpasse celle qu'il connaît en France.
Le 20 juin 1986, il est d'ailleurs récompensé par un Donatello, le César italien, celui du meilleur second rôle dans Pourvu que ce soit une fille de Mario Monicelli. Pourquoi cette complicité avec Monicelli? Parce que j'ai fait une dizaine de films avec lui. Et il est le premier metteur en scène italien qui m'ait fait venir en Italie, je crois que c'était en 57. Depuis, j'ai été adopté par les Italiens. Et pourtant, Bernard Blier est déjà malade, très malade. Les médecins ont diagnostiqué un cancer de la prostate, mais il ne le sait pas. Ses proches refusent de lui dire la vérité. Il préfère le laisser faire jusqu'au bout ce qu'il a toujours fait à merveille, son métier de comédien. Mais alors qu'il continue de jouer, le mal progresse. En mars 1989, on lui attribue un César d'honneur. Sur la scène du Théâtre de l'Empire, c'est extrêmement affaibli, presque fantomatique, que Bernard Blier reçoit une standing ovation. Le César, c'était touchant. Et moi, j'étais presque un peu gênée de le voir aussi fragile, aussi frêle sur la scène. Et je me disais quel courage il lui a fallu pour affronter tous ces gens. Fallait-il encore qu'il aime ce métier pour être là, pour se faire voir dans ces moments-là? Je l'ai dit à Bertrand. Je lui ai dit, tu n'as pas honte d'avoir montré ton père dans l'état où il était, qu'il aille sur scène dans cet état de décrépitude totale. Il m'a dit, Georges, si tu avais vu son bonheur, sa joie en entrant sur scène, tu aurais fait comme moi. À ce moment précis, le public comprend qu'il ne le reverra plus vivant. Cet hommage est aussi un adieu. Bernard Blier nous quitte le 29 mars 1989, moins d'un mois après cette bouleversante cérémonie. Un jour, un journaliste lui avait demandé s'il comptait prendre sa retraite. Blier avait répondu « Ah non, si j'arrête, c'est que je suis mort ». La fin des années 80 a sonné le glas de cette aventure collective unique dans les annales du cinéma français, la fabuleuse histoire de la bande des quatre. Dans un métier où les faux amis sont légion, Jean, Lino, Michel et Bernard sont restés jusqu'au bout liés par une amitié plus forte que les mots. L'histoire du cinéma doit plus aux acteurs et aux cinéastes populaires qu'aux avant-gardistes. C'est pourquoi celle du cinéma français leur doit tant. Ils en incarnent le dernier âge d'or. Moi, je partageais tout avec les quatre. Mais il était très différent. Blier très complexe. Blier, j'ai eu beaucoup d'admiration en tant que comédienne avec lui. Je sais pas, moi, je l'ai adoré, Audiard. Il représentait tout pour moi. C'était un génie. Gabin, il m'a beaucoup impressionné, donc j'en garde un souvenir avec de la distance. Lino, c'était un homme que j'admirais et que j'aimais. Pas pour le comique, mais pour la force qu'il dégageait. Tous ces gens ont des tempéraments différents. Et puis l'envie de rire, l'envie de déconner. Ils m'ont beaucoup appris, énormément appris, et je les ai beaucoup aimés. Depuis, personne ne les a remplacés. Quand des géants comme eux s'en vont, il n'y a simplement pas de place à prendre. C'est la fin d'une époque, il vaut mieux tourner la page. Heureusement, il nous reste les films, les souvenirs et les répliques. Et là, on n'a pas fini de savourer, de déguster. C'est du brutal, du cinéma d'homme. Et c'est pour toutes ces raisons que nous les avons tant aimés.